Mesdames, Messieurs, bonjour, aussi bien ceux qui sont dans la salle que ceux qui sont en remote. Effectivement, je vais vous parler de la deep tech, de la souveraineté numérique, un vaste sujet que je vais essayer de condenser et donc surfer au-dessus des différents sujets. Peut-être le premier, je voudrais partager avec vous finalement ce qu'est la deep tech ou une des définitions possibles. 4 critères qui me viennent en esprit. Une deep tech, c'est dans la plupart des cas, en fait, dans sa définition pure, la convergence de plusieurs technologies de rupture, pas d'une seule, plusieurs, 2, 3, 4. C'est également la rencontre du numérique, du monde virtuel, et du monde physique, du monde matériel. C'est aussi, ça naît souvent, où ça a besoin d'écosystèmes académiques, industriels, start-up, etc. Et puis les conséquences de ces ruptures profondes sont profondes économiquement, point de vue sociétal, et également des impacts en termes de souveraineté. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui en découlent de ces définitions qui distinguent en fait les deep tech des autres ruptures qui peuvent être très fondamentales aussi. D'abord, le rythme n'est pas le même que sur du numérique pur et il faut avoir une vision. Mais la vision toute seule reste une vision qui est quelque part pas opérante, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir anticiper, agir en avance de phase. Et donc du coup, ça nous ramène effectivement sur la durée, et même si la présence du numérique accélère, et on l'a vu avec l'exemple de Pascal ce matin, souvent ça résulte d'un travail en amont qui était assez étalé dans le temps, qui peut se compter en années, et parfois plus longtemps. Il y a du matériel. Ça veut dire que la séquence d'investissement et les montants d'investissement peuvent être différents de ceux à quoi on est habitué. C'est également potentiellement des sujets de prise de risque à cause de tous les éléments que j'ai dit avant, parce que c'est anticipé, parce que c'est demandant en investissement, et aussi parce que, eh bien, comme on va parler des objets physiques, il faut les produire. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de valeur qui aboutit jusqu'à la fabrication. Et de nouveau, on est dans le CAPEX, etc. Alors, on a tendance souvent à associer la deep tech aux startups, parce qu'elles ont un certain nombre de ces caractéristiques qui sont à droite. Mais la deep tech n'est pas et ne doit pas être absente des grandes entreprises aussi, parce qu'en réalité, c'est un jeu collectif et il faut que tous les acteurs se mobilisent pour qu'on ne soit pas en retard sur ces sujets-là. Alors, point de vue rupture numérique, on en a déjà abondamment parlé et vous allez continuer d'en discuter après ma présentation. Il y a évidemment la connectivité, la 5G, les data, l'intelligence artificielle, je dirais fondamentalement la cyber, parce que si tout ceci n'est pas cybersécurisé, on ne pourra pas être souverain. Et donc, le numérique est forcément une composante des deep tech, mais tout le numérique n'est pas de la deep tech. Tout ce qui est basé, on va dire, plutôt service, tout ce qui est fixé sur le logiciel ne rentre pas dans ces définitions-là. Alors, ce que je voudrais, c'est montrer 2 exemples de mariage numérique et digital pour que vous ayez une petite impression avant d'aller sur le quantique. Un sujet sur la cyber qui a été déjà et qui sera discuté. Juste un point sur lequel je vais illustrer mon exemple. C'est que dans le monde des réseaux et de l'IT, le modèle de forteresse est largement dépassé. Les réseaux, les communautés, les systèmes sont interconnectés. Et en réalité, il n'y a plus le partage entre ceux qui sont à l'extérieur sont les méchants, ceux qui sont à l'intérieur sont les bons. En fait, toute connexion est potentiellement dangereuse et potentiellement à risque. Alors, contre cela, aujourd'hui, on se prémunit par des authentifications doubles, mais ça ne vous prémunit pas que la personne qui se connecte n'est pas celle qu'elle prétend être. Vous pouvez, en bonne foi, passer vos codes à des amis ou vous pouvez les perdre. Ce qui fait que de plus en plus, le problème de l'identification est clé dans ces réseaux-là. Comment peut-on faire de l'identification tout en préservant les données privées, puisque très rapidement, l'identification nous conduit à la biométrie. C'est ce que je vais vous montrer avec un produit, quelque chose qui existe. Donc c'est une carte de paiement, on a déjà parlé des cartes de paiement. Il a la puce que vous reconnaissez, puis il a une zone ici. Quand je mets mon pouce sur cette carte, en fait mon pouce que j'ai enregistré précédemment avec le petit boîtier qui est là, voilà. J'ai enregistré mon pouce sur la carte et j'ai une identification biométrique.
Il y a beaucoup de techno derrière, il y a beaucoup d'électronique embarquée, il y a des algos embarqués. Il faut savoir que ces cartes-là que je vous montre n'ont pas d'alimentation sur la carte. Tout le processing est fait aux proximités du terminal, un petit peu par opportunité. Donc on est vraiment dans du très frugal. On est dans des algorithmes d'ailleurs propriétaires pour être sûr que ça soit fiable. Et puis, point de vue côté données privées, en fait, les données sont inscrites par l'utilisateur dans la carte avec ce dispositif. Elles ne quittent jamais la carte dans la transaction. Elles ne vont pas au magasin, à la boutique où vous achetez, elles ne vont pas à la banque. Donc, elles sont à vous sur la carte, elles sont cryptées. Si vous perdez la carte, personne ne peut rien faire avec. Donc, on est dans un cas extrêmement sécurisé. Second exemple, l'IA, on en a parlé aussi. Vous savez que tout ce qui est stochastique, c'est-à-dire le deep learning, le machine learning, se nourrit des données, mais se nourrit aussi de beaucoup d'énergie. C'est intrinsèque à la façon dont c'est utilisé aujourd'hui, avec des transistors CMOS qui sont faits pour plein de choses, mais pas pour mimer un neurone. Donc, en fait, une fonction neuronale, sans parler des synapses, ça utilise des dizaines de transistors. Et quand on compare l'énergie de la machine par rapport à l'humain, c'est juste catastrophique. On a des ordres de grandeur de différence. C'est extrêmement énergivore. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un dispositif qui est intrinsèquement différent et qui, en fait, combine nativement dans le composant la fonction neuronale et la fonction synaptique? C'est ce qui est montré ici. Il s'agit d'une nouvelle branche de l'électronique qui s'appelle la spintronique. Ça utilise la rotation de l'électron et une oscillation qui est à quelques gigahertz, une connexion par radiofréquence aux neurones voisins. Et tout ceci, en fait, nous donne la promesse d'une consommation extrêmement faible qu'on a déjà démontré sur des cas réels. En fait, on a, avec un seul neurone, mais multiplexé dans le temps 400 fois, donc en fait, on a fait un réseau de 400 neurones temporels. Il a appris à reconnaître les chiffres parlés avec une reconnaissance au meilleur niveau par rapport à une base standard. Et récemment, avec des neurones, comme vous voyez, spatiaux, on a fait la même chose pour les voyelles. Donc voilà, dans le neuromorphique, un processeur complètement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui, qui fonctionne différemment, qui embarque la fonction neuronale et synaptique nativement dans le composant. Évidemment, je n'ai pas le temps de vous donner toutes les subtilités de la réalisation. Je voudrais vous parler d'un problème de souveraineté de décision, qui est quelque chose qui est au centre de la souveraineté. Qu'est-ce qui fait que nous, humains, nous sommes quelque part en maîtrise de ce que nous décidons? Il y a trois composantes. On a évidemment le cerveau. Mais si on n'avait qu'un cerveau, ce serait une boîte d'où rien ne sortirait, rien ne rentrerait. Il ne serait pas très éduqué et formé. Nous avons également la parole pour communiquer. Et puis nous avons les sens. Nous avons les 5 sens d'Aristote et quelques-uns qu'on a découverts depuis. Et c'est le triptyque du fait connaître son environnement, de pouvoir communiquer avec ses pairs et d'avoir une réflexion et un raisonnement avec le cerveau qui fait qu'on a une autonomie quelque part de décision en tant qu'humain. Eh bien, sur les systèmes, c'est la même chose. Un système, pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions, il a évidemment besoin d'un ordinateur, mais il a besoin de données qu'il va capter avec des capteurs, il a besoin de communication. Donc le triptyque existe aussi dans les systèmes. Le point est que si on a une rupture dans une de ces trois composantes, communication, ordinateur, etc., ça suffit à chambouler tout le système. Et la magie avec le quantique, c'est que d'abord qu'on le voit, et en fait, ça bouleverse les trois domaines. Les capteurs, les communications, les ordinateurs. Donc on est vraiment au début d'une révolution fantastique. Donc, je vais vous illustrer avec un exemple chaque fois les trois domaines pour que vous ayez un petit élément. Là, je vous montre un exemple de capteur. Je vais vous montrer, mais en fait, il est tellement petit que vous ne verrez pas grand-chose. Et la rupture est dans le fait que c'est petit. Il s'agit d'une antenne, d'un capteur électromagnétique. Mais par rapport à tout ce qu'on sait faire en classique, il a deux propriétés différentes. C'est que sa taille, et la taille c'est celle-ci, ne dépend pas de la fréquence. Donc à des très basses fréquences où en électromagnétisme classique on a besoin des antennes qui font 1 mètre, 10 mètres jusqu'à 1 kilomètre, eh bien en quantique on n'a besoin que de cela. Donc là, le gain en volume et donc en énergie est absolument colossal. Mais qui plus est, c'est qu'on capte toutes les fréquences en même temps.
Si j'osais une image avec la photo ou les images classiques, les antennes électromagnétiques classiques, celles qu'on utilise aujourd'hui, sont un petit peu monochromes. Elles sont à bande relativement étroite. Quand vous voulez capter beaucoup, vous avez besoin de plusieurs antennes. Ce composant, est quelque part, capte la couleur électromagnétique nativement. Donc on a une double révolution. Le second point, les communications quantiques. Alors il y a deux révolutions en cours. Celle que vous voyez illustrée avec des schémas, c'est le développement d'un réseau pan-européen protégé avec des clés quantiques qu'on va échanger entre les différents points. Ces clés, pour qu'ils restent dans un état quantique, sont distribuées à partir d'une composante satellitaire. Quand on reste au sol, on ne peut distribuer les clés que pendant la longueur de la fibre où l'absorption n'est pas trop grande, ça veut dire 50-100 km. Et ça, on l'a fait déjà 10 ans. Il y a des produits commerciaux pour ce type d'application déjà existants aujourd'hui. Donc là, on passe à une échelle supérieure qui est de développer des réseaux à l'échelle d'un continent et d'assurer que les clés de chiffrage quantique sont distribuées sans perturbation. Pourquoi ces clés-là sont extrêmement puissantes? C'est parce qu'une des propriétés de la physique quantique, c'est que lorsqu'on regarde des états quantiques de la matière, ces états sont détruits, changent. Et donc, si je encode les états quantiques avec la clé, eh bien, dès que vous regardez, vous les changez, et donc toute interception est vue immédiatement, et donc vous allez changer toute tactique. Mais il y a une seconde promesse derrière, que j'ai appelée phase 2 dans ce transparent, qui est non pas seulement d'utiliser des espèces quantiques, donc des qubits pour encoder la clé de ce chiffrement, mais également utiliser cela pour transmettre de l'information. C'est-à-dire c'est des réseaux d'informations quantiques qu'on va utiliser. Et ça ouvre également des perspectives absolument intéressantes pour les capteurs, les ordinateurs, parce qu'on sera capable de coupler des objets quantiques en gardant la spécificité quantique entre les différents objets distribués. Je vais faire une image sur l'ordinateur quantique. Alors, Pascal en a parlé de l'ordinateur, je ne vais pas réexpliquer ce qu'il a été dit brillamment ce matin, pour dire juste deux choses. C'est une très belle start-up. On a une douzaine de start-up sur le quantique en France. C'est pas mal. Elles sont choyées, elles sont vraiment de belle qualité. L'autre point à remarquer, c'est que les technologies qui sont utilisées pour les ordinateurs quantiques sont diverses. Et en fait, en regardant les capteurs notamment, eh bien, on touche à des variantes d'instanciation des qubits qui sont utilisés par ailleurs. Sur l'antenne, on est plus proche de ce que Google utilise pour l'ordinateur. Sur d'autres capteurs, on est proche de ce que fait OTH à Zurich, etc. Donc, en fait, on n'est pas encore aujourd'hui dans une démarche où on saurait quelle filière industrielle va gagner la course à l'ordinateur quantique. J'espère que ça va être Pascal pour nous, mais il y a beaucoup d'alternatives. Et contrairement à ce qui s'est passé avec le silicium, où les autres alternatives étaient mortes tout de suite, ici, ce n'est pas encore le cas. Donc, on le verra sans doute dans pas trop longtemps. Donc, je passe à un autre aspect qui est, est-ce que tout ce dont je vous parle sur le quantique, c'est un petit peu d'une part du rêve? Alors, Pascal vous a déjà dit que non. J'ai voulu vous montrer des objets réels qui sont déjà en fonctionnement pour vous persuader qu'on n'est pas uniquement sur des tableaux de professeurs pour parler de ça. Mais la seconde question, c'est est-ce que ça va rester des choses extrêmement chères, réservées à des marchés de niche? Bien, il faut se méfier parce que la combinaison de la science, des technologies et de l'industrie est extrêmement puissante. La démocratisation des choses très compliquées s'est déjà passée. L'ordinateur ENIAC construit par les États-Unis en 1943 pour mettre au point la bombe atomique Manhattan occupait 162 mètres carrés. N'importe quelle puce processeur aujourd'hui, d'une part, elle coûte quelques dizaines d'euros, elle est beaucoup plus puissante et elle est très petite. Les radars, vous voyez là, la protection de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les premiers radars qui étaient déployés pour protéger des attaques aériennes. Aujourd'hui, une voiture a une dizaine de radars. Donc on est passé en volume, en prix, à des facteurs qui sont équivalents à ce qu'on a vu dans la loi de Moore. Donc la technologie peut être miniaturisée. Maintenant, dans le quantique, vous avez en haut à gauche une image d'un labo typique qui travaille sur les atomes froids, domaine qui a valu à la France avec Kohen Tanouji un prix Nobel en 1997. Et je vais vous montrer maintenant l'objet qu'on utilise nous aujourd'hui. Alors, il est en dessous. Je vais vous montrer pour montrer que ça existe. Alors, la chose intéressante à regarder, c'est le petit cube et le petit circuit qui est là.
Dans ce petit cube, on refroidit les atomes au zéro absolu, on les refroidit avec des lasers qui vont empêcher les atomes de bouger, ils vont s'immobiliser, on va les capter dans les champs magnétiques près de ce circuit, et une fois qu'ils sont captés près de ce circuit-là, eh bien, j'ai manipulé et les atomes vont devenir des ondes. Et obéissant à cela, un des principes de la physique quantique, c'est qu'il y a dualité de l'onde des corpuscules, mais pour les atomes, il faut le faire à froid. C'est très intéressant d'avoir l'atome sous la forme d'onde, parce que je peux faire des interféromètres, je peux faire des objets que je suis habitué à faire avec de la lumière dans les fibres, mais je peux faire avec des atomes, avec des gains en sensibilité théorique qui sont des milliards de fois en théorie. Donc typiquement, ce sur quoi nous travaillons, c'est une centrale inertielle, donc un dispositif qui vous dit où vous êtes, comme un GPS, mais sans satellite. Aujourd'hui, on utilise ce type de dispositif à base de fibres dans les avions. Ils ont une certaine précision. On pense que ce type de dispositif va avoir des ordres de grandeur d'amélioration, de façon à pouvoir fournir une fonction de GPS, mais en toutes conditions, c'est-à-dire vous pouvez naviguer sous l'eau, sous terre, dans les bâtiments, puisque vous n'avez plus besoin de connexion interne. Pour aboutir à ce résultat, bien, il y a une boucle vertueuse qui est décrite à droite, que je ne vais pas avoir le temps de commenter, mais je crois qu'elle est visible. Il est temps pour moi de conclure rapidement, pour juste partager les derniers éléments qui sont pour moi importants dans les deep tech pour rester maître de notre destin et avoir des deep tech qui participent à la souveraineté. Comme je l'ai dit, capacité anticipée, il faut avoir une excellence dans la recherche. Vous avez entendu Pascal, c'est né des travaux d'Alain Aspect, c'est 1982. Les racines de Pascal, c'est 1982. Il faut bien voir que tout ne se passe pas en 6 mois. Donc il faut de la persévérance, il faut la capacité d'innover, il faut le courage de prendre les risques. On a quelques difficultés en Europe par rapport aux États-Unis. Il faut avoir l'ouverture d'esprit pour coopérer, en même temps mettre des partenariats éclairés, ceux qui ajoutent des éléments à la souveraineté et qui ne les enlèvent pas. Il faut avoir l'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il ne faut pas s'arrêter à la recherche, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au marché. Et puis, il faut avoir des entreprises petites, grandes, compétitives, parce qu'on ne fera pas du souverain si on n'a pas des sociétés qui sont profitables, puissantes et qui ont tout le temps la capacité à investir. Donc, on l'a déjà dit ce matin, il faut être fort, il faut pouvoir exporter pour être souverain. Merci beaucoup.